Pour mémoire, dans le premier cercle, nous avons vu la méthode de l'action française, l'empirisme organisateur, ou comment, en partant de la nation, on a conclu aux politiques d'abord et à la nécessité du nationalisme intégral, c'est-à-dire la monarchie. Ça, c'est le premier cercle, dans le cycle d'initiation. Le second cercle, on l'a vu, pour ceux qui étaient là, ça portait, et ça porte toujours, sur la doctrine de l'action française, qui est basée sur le principe de l'architecture d'une société où les libertés sont placées en bas, je pense que vous en souvenez, dans les corps intermédiaires, tandis que l'autorité est placée en haut dans l'État. C'est la particularité. C'est-à-dire, dans une monarchie basée en quadrilatère, on peut dire, traditionnelle, héréditaire, décentralisée et anti-parlementaire. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est carré, il y a les mots-clés. Troisième cercle que nous avons vu, pour ceux qui étaient là, nous avons vu les organisations de l'action française. Premier cercle, la méthode. Deuxième cercle, la doctrine. Troisième cercle, les organisations de l'action française. Et on les a vues au travers leur histoire, depuis l'affaire Dreyfus en 1899 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Mais on a vu aussi, ce qui est moins connu, la période qui va de 1945 jusqu'à la manif pour tous. C'est-à-dire la génération du printemps français en 2013. Souvenez-vous, à votre demande, vous m'avez également demandé de vous faire un zoom sur le février 1934, ce qui nous a permis non seulement d'aborder et de présenter objectivement février 1934, mais en plus ça nous a permis d'aborder la stratégie de la Maison de France, qui malheureusement est trop ignorée. Quand je parle de Maison de France, je parle bien des Bourbons-Orléans. Dans le quatrième cercle, nous avons abordé des questions liées à la pertinence de la solution monarchique aujourd'hui, à notre époque. Donc on l'a fait, pour ceux qui étaient là, au travers de 6 thèmes. Pertinence de la solution monarchique dans une Europe comprenant plus d'une dizaine de monarchies, on l'oublie, et qui mieux est touchée par la guerre symétrique dans l'Empire russe et en Ukraine, dont, soit dit au passage, dont tous les démocrates saluent le nationalisme. C'est tout de même assez intéressant. Une guerre de type symétrique, dont tous les meilleurs experts nous disaient que c'était terminé. C'était la der des der, il n'y aurait plus de guerre de type symétrique. Au plus, on allait à l'extérieur faire des guerres asymétriques. Et bien là, on se retrouve dans une guerre de tranchées d'artillerie, comme à Verdun en 1916. Donc ça, c'était le quatrième cercle. Arrive au dernier cercle, où nous allons nous pencher sur la nature du combat royaliste mené par les royalistes politiques, c'est la spécificité de l'action française, pour remplir leur mission, c'est-à-dire restaurer la monarchie fédérative et populaire, pour la défense du bien commun et le salut de la France. Alors, je vous enquille des formules, mais les mots sont importants. D'ailleurs, je vous préviens, ce cercle aujourd'hui, il peut être indigeste parce qu'il est très dense et il est très riche en vocabulaire. Et a priori, du vocabulaire que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de manipuler. Attention, derrière ce vocabulaire, qui est plutôt novateur, il y a des concepts du combat royaliste. Et ces concepts, nous allons les traiter, je vais les traiter de façon très simplifiée. J'insiste, très simplifiée, presque caricaturaux. Mais je suis obligé, dans le laps de temps qui nous est imparti.
Et puis n'oublions pas que nous sommes dans un cercle d'initiation, donc je suis contraint à la simplification et de marcher en accéléré au son du canon. Bien, deuxième point, on va aborder la problématique, on va aborder le combat royaliste qui est basé sur une dynamique idéologique. Le combat royaliste, il est mené, à notre époque, dans un cadre stratégique. Alors effectivement, l'action française, elle est polymorphe. L'action française est polymorphe. Quand on dit action française, c'est une méthode politique. Quand on dit action française, c'est une doctrine politique. On parle de l'école d'action française. Quand on dit l'action française, ce sont des organisations. Au défilé de Jeanne d'Arc, c'était les organisations d'action française qui défilaient. Et puis, quand on dit action française, c'est une stratégie aussi, une stratégie d'action française. Voilà pourquoi c'est polymorphe. Vous voyez, dans ces 4 éléments, il y a tout pour remplir la difficile mission, on l'a vu, hein, restaurer la monarchie, c'est pas une mince affaire. Il y a tous les éléments pour que les sympathisants deviennent des adhérents, et que les adhérents deviennent des militants, et que les meilleurs des militants deviennent des cadres. Les cadres de ce que nous appelons l'aventure capétienne, c'est-à-dire la conspiration à ciel ouvert. Ce n'est pas la peine qu'on nous dise « vous êtes des conspirateurs, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de cagoule », on ne s'en cache pas, nous conspirons à rétablir la monarchie. En Angleterre, il y a des conspirateurs républicains. Hein, ils ont arrêté donc 52 républicains pendant le sacre de Charles. La stratégie, puisque je l'ai évoqué comme 4e élément, la stratégie d'action française, elle s'exprime sous la forme d'une ligne stratégique. Et cette ligne stratégique, elle s'adosse, pour être efficace, elle s'adosse à une dynamique idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire, une dynamique idéologique? En fait, c'est un récit. Une dynamique idéologique, c'est un récit. Quand on dit le récit national, c'est la dynamique de l'histoire de France, le récit national. Ben là, c'est un récit. C'est un récit qui prend en compte l'évolution récente et l'évolution accélérée du monde. Parce qu'on pourrait nous dire, bon, des fois on nous dit, non mais l'action française, j'ai vu Julien Drey, là, bon, ils en sont restés aux années 30, ou alors à l'affaire Dreyfus. Non. Ça, c'est ne pas s'intéresser à l'action française, c'est ne pas comprendre le royalisme. Bien entendu, l'effort idéologique a été fait pour apporter des réponses aux problématiques de notre époque. Donc, je vais vous présenter l'effort qui a été fait pour que la dynamique idéologique réponde aux grands problèmes de notre époque. Alors, cette dynamique idéologique, elle remplit un double rôle. Alors le premier rôle, il est clarificateur. Je dirais, il est clarificateur, il est important parce qu'il est clarificateur vis-à-vis des autres mouvements. Quel est notre projet? Ce projet d'avenir pour le salut de la France, il s'inscrit dans une vision de la société. C'est quoi notre vision de la société ? Et qu'est-ce qui différencie notre projet et notre vision de la société par rapport, par exemple, au social-populisme de Marine Le Pen, par rapport au national-conservatisme d'Éric Zemmour, ou alors au germanophilisme des eurofascistes, dont on a parlé récemment, ou alors aux complotistes des catholiques intransigeants, ou alors au jacobinisme des néo-républicains, ou alors au césarisme des bonaparto-gaullistes, ou alors au pagano-culturalisme de la nouvelle droite. Donc, grâce à la présentation et la connaissance
de la dynamique idéologique d'Action française, ça vous permet de commencer à bien percevoir nos différences. Nos différences. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé tout seul et qu'on ne peut pas avoir des contacts, voire des alliances avec momentanées et faire des compromis patriotiques avec certains mouvements. Premier rôle clarificateur, et voir plus clair, sur l'action française de notre époque. Deuxième rôle, il est mobilisateur, car la dynamique idéologique, elle sert de socle aux campagnes d'agitation que mène le mouvement d'Action française, et elle sert de socle aux campagnes de propagande de l'école d'Action française. Agitation, c'est plutôt la partie mouvement d'Action française qui mène les campagnes d'agitation. Les campagnes de propagande, c'est plutôt la partie école d'Action française qui mène ces campagnes. Je distingue l'agitation de la propagande. Bien souvent, ce sont les communistes qui ont inventé ces concepts-là, ils parlent d'agite-prop. Vous retrouverez ça chez ce qui reste de léninistes. Alors, c'est quoi la différence tout de même entre les deux? Pour simplifier à l'extrême, disons que la propagande, elle cherche à faire passer beaucoup d'idées à peu de personnes. Par exemple, ce soir, d'une certaine façon, je fais de la propagande. Je vais vous passer beaucoup d'idées. Vous n'êtes pas une masse de monde. On n'est pas dans une salle de meeting. À l'inverse, l'agitation, elle veut faire passer un message ou deux à beaucoup de monde. C'est le slogan. Vous commencez à voir la différence. Je vous donne déjà une clé du combat de l'Action française. On va dire que lorsque l'Action française mène des campagnes de propagande, elle adresse surtout certaines élites. Quand elle mène des campagnes d'agitation, elle adresse plutôt des masses, et plutôt des masses en colère. Vous les connaissez, on a parlé des bonnets rouges, on a parlé de la manif pour tous, on a parlé des gilets jaunes. Ce sont des masses en colère. Voilà. Alors, ces dernières adresser ces masses, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à partir de ce que vont ressentir les masses, et je reviendrai dessus, qu'on pourra déterminer si le projet monarchique est possible. Et je vais établir la distinction entre un projet monarchique qui est crédible et un projet monarchique qui est possible. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a bien vu qu'en France, malheureusement, le projet monarchique n'est pas encore crédible. C'est tout à fait anormal dans une Europe où il y a maintenant il y a 11 monarchies, plus l'Angleterre, où il y a 12 monarchies. C'est tout à fait anormal. Quand on parle des monarchies scandinaves, elles sont absolument crédibles. Elles représentent l'État. Elles sont d'autant plus crédibles qu'aujourd'hui on dit, merde, les seuls à régler les problèmes de l'immigration, c'est dans les 3 monarchies scandinaves. Je vous conseille de lire le numéro du Point de cette semaine. Vous verrez un article où on explique que dans les pays arabes, aujourd'hui, ce qui est crédible, ce sont les monarchies, parce que c'est stable. Alors on dit oui, c'est vrai, c'est des régimes parfois un peu autoritaires, mais enfin, il y a de la stabilité. Partout où on a mis la démocratie dans les pays arabes, c'est la catastrophe. Soit c'est la dictature, soit c'est l'anarchie avec la montée en puissance de l'islamisme le plus extrême. Donc aujourd'hui, dans les pays arabo-musulmans, c'est très très crédible la monarchie. C'est même à la mode. Ça va dans le sens de l'histoire. En France, on n'est pas encore crédible. C'est anormal. C'est anormal. Alors quelle est la différence avec « c'est possible » ?
Eh bien, je vous ai parlé à plusieurs reprises d'un des maîtres d'Action française qui s'appelait Pierre Debray. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mai 58, vous voyez ce qui s'est passé en mai 58, c'est au moment de l'Algérie, la 4e République va s'effondrer. Plus personne n'y croit, c'est le régime des partis, ça s'effondre, et on ne sait pas par quoi remplacer. Et à ce moment-là, ceux qui vont prendre la décision de ramener De Gaulle, qui était complètement oublié, à Colombey-les-Deux-Églises, il était oublié, ce sont des militaires. Très exactement, c'est le général Salan. Le général Salan, il est débordé par la situation, le monde politique ne suit plus, il faut qu'il sorte c'est lui, il faut qu'il sorte un nom. Vive De Gaulle. Il dit vive De Gaulle. C'est lui qui a fait le général De Gaulle. À Alger, et je parle en connaissance de cause, il y avait des royalistes. Il y avait des royalistes. Il y avait même quelques colonels maurassiens. Mais quand Salan il a dû faire un choix, lui ne connaissait pas Maurras, la monarchie, c'était peut-être crédible, mais son rétablissement, il a jugé qu'il n'était pas possible. Parce qu'il s'est dit, les foules françaises ne vont pas suivre. Les masses françaises ne vont pas suivre. Uniquement pour ça. Tandis que De Gaulle, on se souvient de lui, on peut essayer, pourquoi pas? Lui, il est possible. Vous faites la différence entre le crédible et le possible. Bien. Donc, je termine sur la dynamique idéologique de l'Action française. Elle est le socle du combat royaliste mené au travers des campagnes d'agitation, des campagnes de propagande, pour conquérir certaines élites qui sont constructives et soutenir la résistance de masses contestatrices du pays légal. Je suis désolé, j'enquille beaucoup de mots. Je suis désolé. Mais le Varrois Patriote nous fait une vidéo et vous pourrez visualiser et doubler ce cercle d'études une seconde fois. Troisième point. Maintenant, j'en ai parlé, je l'ai annoncé, la dynamique idéologique. Je vais entrer un petit peu dedans. La dynamique idéologique, elle commence par constater le déclin progressiste. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'empirisme, ou en tout cas l'étude objective de la société française aujourd'hui, amène l'action française à constater plusieurs tendances importantes. En prospective, on pourrait appeler ça des tendances lourdes. Alors, je vais vous les citer, je vais vous noyer. Vous écoutez, ça va vous noyer. Quelles sont les tendances qu'on note? Je me permets de lire. L'irruption des masses nationales conservatrices. La manif pour tous, reconquête. Deuxièmement, les soubresauts virulents des masses populistes. Les gilets jaunes, les mouvements anti-pass, le vote Rassemblement national. Troisièmement, la stupéfiante dégradation des compétences du pouvoir technocratique, sachant que ce pouvoir technocratique est complètement déboussolé. J'étais encore vendredi dernier avec un ancien d'Action française qui travaille auprès de certains ministres qui lui ont dit l'ambiance au palais de l'Élysée, alors c'est une information que je vous donne, à la source. Il a dit à mon ami, l'ambiance au palais de l'Élysée est crépusculaire. Crépusculaire. Ils en sont là. Ils n'y croient plus. Alors, cette dégradation, elle porte sur l'éducation, sur l'hôpital, sur la justice, sur la sécurité, sur les finances, sur l'énergie, sur notre présence en Afrique, et j'en oublie. Tout ça, ça se dégrade à vitesse grand V. De plus en plus, on entend l'expression qui consiste à dire « la France est devenue un pays du tiers-monde ». Tout ça, ce sont des faits objectifs. Ensuite,
il y a une perplexité en hausse sur les institutions de la Ve République. Une petite musique qu'on entend de plus en plus. Crise de régime. Oh non, non, c'est pas la crise de régime. Crise de démocratie. Enfin bon. On entend, on le voit à la télévision, on le lit dans la presse. On en parle de plus en plus ouvertement. On interroge les politiques. Qu'est-ce que vous en pensez de la crise de régime? Oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, répond l'intéressé. Ensuite, le succès à bas bruit, mais grandissant, de la guerre culturelle islamique. Je dis bien de la guerre culturelle islamique. Je ne parle pas du terrorisme. Je ne parle pas des meurtres, enfin des assassinats du Bataclan ou de Nice. Je parle de la guerre culturelle qui progresse à bas bruit dans la conquête des pouvoirs locaux. Regardez le nombre de mairies dont on découvre qu'elle est aux mains de l'islam, même si le maire est membre de LFI comme Astin, par exemple, hein, comme Astin, où il met des plaques de rue, la fille du prophète. Rue de la fille du prophète. Ensuite, on constate le malaise également grandissant des catholiques. Pourquoi ? Il y a un malaise chez les catholiques français suite à l'autodestruction mondialisante de l'Église. Aujourd'hui, les catholiques français, il n'y a pas que les Français, mais les catholiques français s'inquiètent, ne comprennent plus nécessairement le Vatican, Rome. Ils s'inquiètent, ils doutent. Ensuite, et j'en resterai là, il y a, parce qu'on en parle beaucoup et on a raison, il y a la fracture écolo-wokiste. Je ne parle pas simplement du wokisme, je fais écolo-wokiste. Il y a une fracture avec l'idéologie dominante des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'idéologie dominante qui règne, c'est l'idéologie dominante des droits de l'homme, ce qu'on peut appeler le droit de l'hommisme. Eh bien, aujourd'hui, il y a une fracture qui se fait, je dirais, dans le camp du bien, avec les wokistes. J'aurai l'occasion de revenir dessus parce que c'est un élément clé aujourd'hui. Alors, le constat des tendances que je viens de vous évoquer, ça révèle le déclin. Je parle de déclin, et là je suis Pierre-André Taguieff qui distingue le déclin de la décadence. Grosso modo, il dit quand il y a la décadence, c'est mort, c'est plié. Une société en décadence, elle est pliée. Le déclin, c'est comme le vieillissement, c'est doux, on décline. Aujourd'hui, tout ce dont je viens de vous parler et de vous présenter, ça prouve le déclin actuel du cycle saint-simonisme de Saint-Simon. On peut l'appeler d'un autre nom pour gagner du temps. Le saint-simonisme, c'est une idéologie donc issue de Saint-Simon, issue de la Révolution française, de Saint-Simon, qui aujourd'hui est représentée par l'eurotechnocratisme. Ce sont les eurotechnocrates qui sont au pouvoir. Et l'eurotechnocratisme, c'est le marchepied vers le mondialisme. Eh bien, cette idéologie-là, elle est sur le déclin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Élysée, Macron, qui est le plus représentatif de cette idéologie technocratique, eh bien, il est dans une ambiance crépusculaire. Il est lâché. Son entourage se demande ce que ça va devenir, le saint-simonisme. Ce déclin progressiste, ce qui est intéressant, c'est qu'il succède à des décadences. Là, vous êtes un peu jeune, mais en 89, il y a eu la décadence, pour ne pas parler de la chute, la décadence du cycle communiste. Moi, je vous garantis que dans ma jeunesse, le cycle communiste, il était triomphant. Il n'y avait pas un jour où je me levais, où il y avait une petite tache rouge, on appelait ça la tache de léopard, qui se mettait sur la planisphère, parce que ça passait
soit aux Allemands de l'Est, soit aux Cubains, soit aux Chinois, soit aux Indo-Chinois. Et puis, alors qu'ils étaient en conquête maximale, en 89, ce monde s'est écroulé, ce cycle communiste s'est écroulé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Dans les social-démocraties, il était remplacé par le cycle socialiste. Souvenez-vous du socialisme triomphant avec Mitterrand. Eh bien, ce cycle socialiste, il s'est écroulé en 2017. À la suite de Hollande. Et qui est-ce qui l'a écroulé? C'est le technocrate, le Saint-Simonien, c'est Macron. Donc, il y a deux cycles qui sont entrés en décadence, le communisme, le socialisme, et maintenant, il y a le cycle technocratique, le cycle saint-simonien, qui est en déclin. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est pendant le cycle socialiste, le cycle socialiste a ouvert les lois sociétales. Souvenez-vous, on l'a déjà évoqué, comme les socialistes n'avaient rien à nous proposer, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Le mariage homosexuel, enfin toutes les lois sociétales, parce qu'ils n'avaient de réponse ni politique, ni de solution économique, ni sociale. Donc ils ont proposé du sociétal. Ça a été la catastrophe, et c'est pas fini. Ça a été la catastrophe. Et puis, il y a eu l'augmentation migratoire. Je dis l'augmentation et l'emballement migratoire avec le cycle socialiste. Attention, n'exonérons pas, souvenons-nous que tout ça a commencé sous Giscard d'Estaing, avec comme Premier ministre Jacques Chirac, qui a ouvert le regroupement familial. Hein. Mais à partir de Hollande, ça a été un emballement exceptionnel. Et tout ça, ces deux éléments, les lois sociétales, le grand choc migratoire, ça a créé ce que de plus en plus on utilise, vous entendrez ce terme, une rupture civilisationnelle. Sociétale parce qu'on s'attaque au fondement de qu'est-ce que l'homme, et culturelle parce que c'est une autre civilisation qui est en passe de remplacer notre ancienne civilisation. Donc rupture civilisationnelle. J'ai terminé avec le premier constat du déclin du progressisme. Second constat, on vient de l'évoquer, la rupture civilisationnelle. Cette période historique de rupture civilisationnelle, elle est aggravée par ce que Huntington appelle le choc des civilisations. Le choc des civilisations. Il dit qu'il y a 8 civilisations qui s'entrechoquent entre elles. Et ce choc des civilisations, il a sorti ce concept en 2012. Ce choc des civilisations, il est actuellement exacerbé par quoi? Par la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, on sent bien que c'est un choc des civilisations. On sent bien qu'il y a une civilisation slave, et on sent bien qu'il y a une civilisation occidentalo-américaine. On sent bien qu'il y a ce choc. Et on sent bien qu'il y a d'autres civilisations qui se solidarisent plus ou moins mollement avec la civilisation slave. On peut parler de la Chine, on peut parler des Africains. Chose étonnante, les civilisations arabes qui jusqu'à présent avaient tendance à passer aux côtés du monde occidental ont fait un transfert d'allégeance de l'autre côté. La civilisation occidentalo-américaine est bien seule aujourd'hui. Donc, ce déclin rapide du cycle saint-simonien, avec cette rupture de civilisation, ça a poussé l'action française à élaborer une nouvelle dynamique idéologique alternative à l'idéologie des droits de l'homme. Alors vous allez me dire,
l'Action française, ça abandonne. D'ailleurs, il n'y avait pas de dynamique idéologique. Bah, bien sûr que si, qu'il y avait. Bien sûr qu'il y avait, bien entendu, une dynamique idéologique. Cette dynamique idéologique d'Action française, il y a un très très bon historien français qui s'appelle Raoul Girardet, qui était professeur à l'Institut d'études politiques, qui l'a rappelé, on l'appelait la synthèse maurassienne. Si vous vous intéressez à Maurras, vous entendrez cette expression de synthèse maurassienne. La synthèse maurassienne, Girardet, il la simplifie à l'extrême, il dit c'est pas compliqué. La synthèse maurassienne, c'est la République parlementaire, elle est condamnée au nom de l'histoire, par les maurassiens, au nom de l'histoire et au nom de la science. C'est la particularité de l'Action française qui arrive en 1900. L'Action française ne va pas condamner la République comme le faisaient jusqu'à présent les royalistes traditionnels, mais elle va le faire au nom de la science, au nom de la raison. C'est tout à fait, et de l'histoire, c'est tout à fait novateur. C'est la particularité de l'Action française. Donc, bien entendu, elle existe, cette dynamique, c'est-à-dire elle condamne la République au nom de la science, de la raison et de l'histoire, et elle préconise comme réponse la monarchie traditionnelle et héréditaire, décentralisée, antiparlementaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rabachon, Rabachon. Cette monarchie est présentée comme la condition nécessaire du salut national. C'est ça, l'idéologie d'Action française. Par contre, ce récit idéologique d'Action française, c'est un récit institutionnel. Nous sommes les rares à nous opposer aux institutions en place. Quand je dis nous sommes les rares, on peut même dire que nous sommes les seuls, avec Mélenchon. Mais Mélenchon, lui, il veut simplement réformer, il veut rajouter, il veut une nouvelle fausse couche de la République. Il nous dit la 1 n'a pas marché, la 2 non plus, la 3 non plus, la 4 non plus, la 5, ça va pas, il en faut une 6e. C'est pas réellement une alternative institutionnelle. L'Action française propose une alternative institutionnelle. Cette réponse institutionnelle de l'Action française, elle date de 1900. C'est la fameuse, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est la fameuse enquête sur la monarchie de Maurras. À l'époque, l'État républicain était corrompu. Le scandale républicain s'enquille les uns derrière les autres. On n'arrête pas, de scandale sur scandale. Mais si l'État était corrompu, la société française, elle restait encore saine. En 1900, si vous regardez même des films en noir et blanc de 1900, vous verrez des images d'une société encore saine. Comparé avec la société d'aujourd'hui, ça va vous faire peur. Imaginez même un président de la République de l'époque avec les osos, les danseurs homosexuels à l'Élysée, comme on a pu le voir. Enfin, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Et on a vu que aujourd'hui, l'Action française doit intégrer la rupture civilisationnelle. Les attaques contre les fameuses lois sociétales et le grand remplacement. Donc, il est nécessaire à l'Action française d'enrichir sa réponse institutionnelle d'un point de vue civilisationnel. Et donc, elle apporte une réponse civilisationnelle. Pour ça, elle va s'appuyer sur ce que les gauchistes nous ont vu arriver et ce que les gauchistes, par écrit, par exemple chez Edoui Plenel, dans la revue d'Edoui Plenel, ils appellent ça le néo-maurassisme. Donc ils ont bien vu que ça bougeait de notre côté. Qu'est-ce qu'elle fait l'Action française ? Elle a décidé de partir du peu qui reste encore solide, qui n'a pas été détruit. Il y a deux choses aujourd'hui qui n'ont pas encore été totalement détruites et qui continuent de tenir. C'est la famille, basée sur la transmission, et la nation, qui est attaquée de façon virulente. Mais pour le moment, ça tient. Les provinces,
c'est plus la peine d'en parler. Les pays au sein des provinces, ils ont pratiquement disparu. Et les communes, même, regardez les problèmes des maires en ce moment, c'est tout de même parti en toupie. Je ne vous parle pas des corporations, des métiers, des syndicats. Je ne vous parle pas de la paysannerie, de la pêcherie, de l'industrie, des artisans et des commerçants. Tout ça a été détruit. Il reste tout en bas la famille et encore en haut la nation qui résiste. Donc l'Action française se dit, c'est de là qu'on peut repartir. C'est ce qui reste de la civilisation. Attention, attention, je ne vais pas dire de la civilisation occidentale, parce qu'il ne faut pas se tromper, la société occidentale aujourd'hui c'est la société américaine. Mais je parle bien de la civilisation helléno-judéo-latine, qui est notre, je dirais, notre vieille civilisation. Notre vieille civilisation. Et on va se servir de ça pour le projeter dans un avenir qui est à reconstruire. Et nous parlons bien de reconstruction. Jusqu'à la guerre de 1945, pour reconstruire la France, ça nous semblait, à nous, royalistes d'Action française, pas très compliqué. On se disait, il y a une cathédrale France qui tient debout, il y a encore les vieux piliers de la société. On a coupé le fait de la cathédrale, comme Notre-Dame de Paris. On a éliminé le roi. Mais si on ramène le roi, ça permettra aux piliers de se revigorer. Ils auront simplement à se revigorer, à reprendre des libertés. Et là, je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, c'est plus possible. Les piliers ont été fissurés, ébranlés. Presque tous les piliers sont par terre. Donc il faut bien reconstruire de façon importante. Donc là, je viens de vous parler de la rupture civilisationnelle qui nous oblige à enrichir notre dynamique idéologique. Troisième constat. Premier constat, le déclin. Le déclin du progressisme. Deuxième constat, la rupture civilisationnelle. Troisième constat, l'enjeu islamique. Alors, je vous ai parlé de l'idéologie dominante des droits de l'homme. En fait, dans l'idéologie dominante des droits de l'homme, il y a deux inspirations différentes. Et ces inspirations, elles sont en désaccord entre elles. La première inspiration, c'est l'inspiration progressiste. Grosso modo, elle est ralliée au libéralisme politique de Tocqueville. Mais surtout, économiquement, à Saint-Simon, au technocratisme. Elle combine les droits de l'homme avec une mondialisation qui est incarnée par l'Europe et sa superpuissance juridique. Pour prendre le pouvoir, ce progressisme, parce qu'il a pris le pouvoir, il s'est appuyé électoralement sur des minorités homosexuelles, des minorités néo-féministes et des minorités musulmanes. Or, aujourd'hui, depuis quelque temps, ces minorités se sont détournées ou sont en train de se détourner du progressisme et elles se tournent vers autre chose, vers la seconde inspiration. Quelle est cette seconde inspiration? C'est le wokisme. Vous pouvez, chaque semaine, vous trouverez une couverture d'un journal qui va vous parler du wokisme, de l'indigénisme, du racialisme. Vous allez y avoir droit, il n'y a plus que ça. Chaque semaine, je caricature, mais chaque semaine, il va y avoir un colloque interdit par le wokisme. Chaque semaine, il va y avoir une statue dégueulassée par les wokistes. Le wokisme, aujourd'hui, eh bien, il emballe le vieux moteur de la civilisation occidentale des Lumières, c'est-à-dire la société occidentale américanisée. Il l'emballe. Le moteur du progressisme, là, il a du mal à faire face au wokisme. Le wokisme, par nihilisme, il déconstruit quoi d'abord? Attention, il déconstruit quoi? Si on regarde bien, il attaque principalement la famille et la nation.
la famille et la nation, de la vieille civilisation helléno-judéo-latine. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de progressistes qui disent « Oh, ils attaquent la démocratie ». Non, non, regardez bien ce qu'ils attaquent. Ils attaquent. Le wokisme, il attaque la famille, la nation. Sur des fronts idéologiques qui, jusqu'à présent, étaient secondaires. Les gauchistes appelaient ça les fronts secondaires. C'est-à-dire, quand on ne peut pas gagner sur le front primaire, on gagne sur le front secondaire. Après 68, ils ont lancé ça, les gauchistes. Eh bien, aujourd'hui, les anciens fronts secondaires sont devenus le principal front, je dirais, de la Révolution. Je les cite en vrac: queer, LGBT, gender, néo-féminisme, animalisme, eugénisme, bioéthisme, transhumanisme, décolonialisme, indigénisme, écriture inclusive, guerre mémorielle. Non mais vous vous rendez compte le nombre de fronts qu'ils ont ouverts en même temps. Et ils ont du monde sur chacun de ces fronts, et des équipes différentes. Mais tous ces fronts tirent dans la même direction. Tout ça, c'est parti de l'université, mais ce qu'il faut bien voir, c'est parti, on appelle ça la French Theory, c'est parti des États-Unis, et ça a gagné la France. Donc si on veut savoir ce que ça va donner, il faut regarder aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont un coup d'avance sur la France. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que ce phénomène du wokisme, il ne touche pas, il est parti de l'université, mais il ne se limite pas à l'université. Ça y est, c'est fait, l'université est gangrénée aux États-Unis. Mais maintenant, il touche les GAFAM, qui tout de même jouent un rôle fondamental dans la mondialisation, et les grandes entreprises. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les grandes entreprises, je suis sûr qu'ils ont connu le fait qu'on leur a dit « Bon, il faut plus de femmes. Il faut plus de femmes dans vos équipes. Il faut plus de gens métissés. » Moi, j'ai connu, on me l'a demandé. Mais sur mes engagements, sur mes objectifs, dans un grand groupe pétrolier, et pas que et un autre, on me donnait comme objectif ça. Ça commence. Mais le wokisme, par un effet rebond, il percute l'idéologie progressiste. Je vous le dis, il y a deux, le progressisme, le wokisme, et le wokisme percute le progressisme. Pourquoi? Prenons un exemple. L'écologisme, ça brise la foi dans le progrès. L'idéologie des Lumières, elle repose sur quoi? Sur le progrès. Et là, l'écologie, elle conteste le progrès. De plus, dans le wokisme, il y a une pensée critique. Et elle se retourne contre les Lumières pour deux raisons. Le relativisme. Le relativisme, ça veut dire, grosso modo, toutes les vérités se valent. Vous pensez que la Terre est plate? Pourquoi pas? Il y en a bien qui imaginent qu'en haut des pyramides, il y a des centrales électriques. Bon. Donc ça, c'est le relativisme. C'est Jacques Derrida qui a amené ça. Jacques Derrida, c'est la grande mode dans l'université française. Et puis, deuxième sujet qui ébranle du wokisme, qui ébranle l'idéologie progressisme, c'est la dialectique dominant-dominé. Et là, c'est Bourdieu, qui est très à la mode, qui est décédé, qui a appliqué ça à l'héritage culturel. Et il dit l'héritage culturel, dominant-dominé, c'est source de toutes les injustices. C'est sa thèse. Et donc, l'idéologie des droits de l'homme et du progressisme est percutée par le wokisme. Le wokisme, au départ, il pensait attaquer que la vieille civilisation helléno-judéo-latine. Boum, il s'attaque aux Lumières. Phénomène très intéressant. Pour l'Action française, ça serait une erreur de défendre la civilisation occidentale américaine, la civilisation des robots, celle qui a des banques pour cathédrales.
Pourquoi nous, on irait défendre cette civilisation? Au contraire, la crise interne des droits de l'homme, la crise interne entre progressisme et wokisme, pour nous, c'est une opportunité de mener une offensive. C'est une opportunité. On doit le voir comme une opportunité. À l'inverse, si l'Action française ne saisit pas cette opportunité, et si l'Action française ne parvient pas à enrichir sa dynamique d'origine, dynamique institutionnelle, si on n'arrive pas à l'enrichir d'un point de vue civilisationnel et stratégiquement de mettre à l'eau cette stratégie, c'est une nouvelle stratégie, de mettre stratégiquement à l'eau la dynamique intellectuelle, si l'Action française n'y arrive pas, nous considérons qu'il est probable que nous assisterons au triomphe du pire et au triomphe des pires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le triomphe du pire et le triomphe des pires? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots qui s'enquillent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'idéologie progressiste, elle risque fort d'être supplantée par le nihilisme wokiste. Et le nihilisme wokisme, il voudra résoudre les effets de la domination culturelle. Vous vous souvenez, la domination culturelle, les mâles blancs, catholiques, hétérosexuels, ça, ils vont casser. Ils vont casser. La domination de l'homme sur l'animal, ils vont casser tout ça. S'ils y arrivent, ça va conduire à une gigantesque mutation anthropologique. Alors par anthropologie, il faut comprendre la vision de l'homme, la conception de l'homme. On le voit bien, hein. L'homme n'est plus un homme, n'est plus une femme, il peut être les deux à la fois, il peut faire ses choix. Ils sont en train d'avancer très fortement. Vous avez vu encore, là, les joueurs qui refusent de porter les maillots LGBT, l'affaire que ça fait. Hein. Tout ça, ça se fera, cette victoire du wokisme se fera sur les ruines de la vieille civilisation helléno-judéo-latine, c'est-à-dire sur les ruines et de la famille et de la nation. Et à ce moment-là, et pour finir, le wokisme, à ce moment-là, il fera soumission à l'islam. Car l'histoire, vous savez que pour nous, notre guide en politique, c'est l'histoire. L'histoire nous enseigne qu'une religion, en l'occurrence ici, le droit de l'homisme, l'histoire nous enseigne qu'une religion qui s'affaiblit, et le droit de l'homisme s'affaiblit, tend à être remplacée par une religion étrangère. Il n'y en a pas 50 des religions étrangères. Il n'y en a pas 50. Ce n'est pas les animistes de Côte d'Ivoire qui vont remplacer le progressisme, la religion progressiste. Si vous vous souvenez, c'est exactement la prophétie de Michel Houellebecq de 2015, dans un livre, un ouvrage qu'il avait appelé Soumission. Il l'a annoncé. C'est très intéressant de lire Houellebecq. Je viens de vous présenter l'enjeu islamique. Je viens de terminer sur l'islam. Alors par rapport à ça, donc, l'Action française veut proposer, je vous l'ai déjà évoqué, un projet de reconstruction civilisationnelle. Face à ces trois constats, déclin progressiste, rupture civilisationnelle, enjeu islamique, il faut une dynamique idéologique qui soit adaptée à la menace. Une telle dynamique idéologique doit répondre aux enjeux du XXIe siècle. Elle passe par un enrichissement civilisationnel du récit institutionnel.
Et il révèle ce projet, il révèle comme adversaire prioritaire, je reviendrai dessus, prioritaire, vous allez être étonnés, la technocrature d'État. C'est, dans le récit d'Action française, l'ennemi prioritaire, c'est la technocrature d'État, qui favorise le champ libre à l'ennemi principal, c'est-à-dire l'islam. Grosso modo, la technocrature, aujourd'hui, prépare le terrain de l'islam. C'est notre vision des choses. On le voit bien. On le voit bien. Régulièrement. Regardez encore le fameux projet de loi migratoire. Regardez ce projet. Donc, nous reviendrons l'ennemi principal, qui est celui du grand remplacement culturel et démographique. Ne faisons pas semblant. Un remplacement culturel et démographique. Bien entendu, ça existe, les remplacements démographiques. Sinon, allez en parler aux Indiens du Canada, vous verrez si ça n'existe pas. Dans ce récit, la civilisation occidentale des Lumières y est condamnée à nouveau par la raison et par l'histoire. Donc, on a l'intention de combattre la technocrature d'État, le wokisme, par la raison et par l'histoire. Mais on ne va pas se priver d'utiliser certains outils du wokisme. Il y a certaines choses intéressantes. Par exemple, j'ai parlé de Bourdieu. Souvenez-vous, dans la dialectique dominant-dominé, elle est intéressante, cette dialectique dominant-dominé, mais nous allons l'utiliser à partir du clivage pays légal, pays réel. On va voir vraiment qui domine qui. Qui sont les dominants, qui sont les dominés. Donc on peut l'utiliser. Et la monarchie, cette fois-ci, la monarchie y est présentée comme un moyen de reconstruction. De reconstruction de quoi ? D'une civilisation latine. Clairement, quand je dis ça, quand je parle de civilisation latine, vous comprenez bien, et si vous lisez par exemple le dernier numéro d'Éléments d'Alain Benoît, il dit effectivement, alors son mouvement s'appelle le groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, Grèce, groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Lisez son dernier article dans le dernier numéro, il dit oui, il faut reconnaître, en Europe, il n'y a pas une civilisation unique. Boum ! Depuis 1970, il vient de se rendre compte. Bah oui, en Europe, il y a tout de même deux grandes civilisations depuis la rupture de la Réforme, c'est évident. On va dire que grosso modo, il y a des racines catholiques et il y a des racines protestantes. C'est une évidence, c'est autant de ne pas le nier. Donc, dans notre projet, la France pourrait et devrait avoir un rôle dans la reconstruction de la civilisation latine, qui est abîmée aujourd'hui. On ne peut pas dire que Rome défende vraiment la civilisation latine. Aujourd'hui, les propos du Vatican sont plutôt mondialistes. Attention. En tout cas, elle propose une vision alternative au déclin de la civilisation des Lumières progressistes. Nous proposons une alternative. On peut citer quelques grands axes. Premièrement, une anthropologie de la politique naturelle. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille vivement de lire un petit fascicule qui a été réédité par les éditions de Flore, qui s'appelle La politique naturelle de Charles Maurras. C'est pas très épais, c'est passionnant. Deuxièmement, nous proposons une laïcité apaisée. Ça veut dire quoi ? Apaisée par une maison de France, par la maison de France, qui est historiquement catholique. Là aussi, relisez Michel Houellebecq, dont je crois un interview en langue allemande de Der Spiegel. Dans Der Spiegel, il dit la laïcité, ça ne peut pas marcher. Les musulmans, la seule chose qu'ils accepteraient, c'est un État catholique. Ils accepteraient mieux un État catholique qu'un État laïcard. Un roi de France, il n'a pas besoin de dire « je suis catholique ».
On regarde l'histoire de France, c'est évident que la monarchie française est catholique. Donc elle n'est pas agressive. Et ils le supporteraient. Au même titre que chez eux, les monarchies, comme au Maroc, sont religieuses. Ils l'accepteraient. Le roi du Maroc n'a pas besoin, chaque matin, de dire aux musulmans « Je suis le commandeur des croyants, je suis... » On le sait. Ça suffit. Ça suffit. Deuxième point. À mon avis, c'est un avantage de la monarchie française. Troisièmement, une écologie cohérente, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écologie, elle est incohérente. Elle veut défendre les escargots en souffrance, hein, mais bon, je vous passe les détails, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Et une écologie où la qualité l'emporte sur la quantité. Rien de plus antidémocratique, en quelque sorte. La qualité l'emporte sur la quantité. Et dernier point, une nation, comme alternative à la mondialisation, par la vision d'un concept qui est en train de se diffuser dans le monde aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle les États civilisationnels. Ce n'est pas un empire, hein, l'État civilisationnel. Ce n'est pas un empire. Je vous conseille là aussi de vous renseigner sur le concept d'État civilisationnel latin. La France a été un État civilisationnel latin. Elle l'a été à 2 reprises. Elle l'a été au moment des croisades. Vous savez que quand les musulmans voyaient arriver les croisés, ils ne disaient pas les croisés, ils disaient les francs. La chrétienté, c'était les francs. À cette époque-là, c'est la France. Et deuxième époque, cette fois-ci, c'est plus face aux musulmans, mais c'est face aux protestants. C'est au grand siècle, Louis XIV. La guerre de succession d'Espagne, ne nous trompons pas, c'est une guerre civilisationnelle entre la civilisation du monde protestant et la civilisation du monde latin. Donc à 2 fois, à 2 reprises, la monarchie a su être un État civilisationnel. Nous pensons que, je dirais, dans le grand merdier actuel, la France pourrait jouer ce rôle. En tout cas, nous le voyons. C'était le point numéro 6. Vous devez commencer à être fatigué. Je continue ? J'ai dit beaucoup de choses. Je continue ? Bien. Le point numéro 7 consiste maintenant que je vous ai présenté une dynamique idéologique enrichie de l'institutionnel au civilisationnel, avec un projet. Il faut le déployer stratégiquement. La stratégie va s'appuyer sur cette dynamique. Alors, cette dynamique idéologique va nous permettre de déployer une ligne stratégique qui est composée de 3 phases. Attention, là, ça va être... il y a du vocabulaire. Les actions sont menées, chaque action du combat royaliste, pas chaque petite action, si vous allez vendre le journal, pas de ce niveau-là, mais les actions un petit peu d'une certaine importance, elles sont regroupées dans des tactiques. Les actions, on va dire, un combat de rue, je parle en termes militaires, un combat de rue est regroupé avec d'autres combats de rue dans un ensemble tactique. Et ces tactiques, elles sont menées en direction de terrains qui sont jugés utiles. Ici, un terrain, ce n'est pas un champ de blé, ce n'est pas une ville, ce sont des terrains humains, des groupements sociaux. Un terrain, c'est une nébuleuse humaine à conquérir, ou alors à infiltrer, ou alors à influer. Ça peut être, par exemple, une élite médiatique,
Une élite, pourquoi pas, financière. Influer M. Bolloré, ça peut être même la technocrature. Pourquoi pas? Si on avait réussi à influer Macron, pourquoi pas? Donc ça peut être une élite, un terrain. Ça peut être une masse populiste, une masse conservatrice, une masse écologiste. Il y en a d'autres. L'articulation de ces différentes tactiques, on les articule dans un laps de temps donné, et là je vous parle, le laps de temps donné, le combat royaliste que je vous évoque, il est pour la période 2023, ce dont je suis en train de vous parler, ça a commencé en 2023, jusqu'à fin 2025. 23, 24, 25, 3 ans. L'articulation de ces différentes tactiques, ça constitue une ligne stratégique pour l'Action française de niveau national. Nous avons une ligne, elle porte un nom, c'est une ligne de résistance du pays réel. Donc aujourd'hui, la ligne stratégique pour 3 ans de l'Action française est la ligne dite de résistance du pays réel. Je vous ai parlé des phases. La phase 1, c'est augmenter le recrutement. Elle cible la jeunesse. La phase 2, elle concerne les élites, certaines élites. Quel silence! Je sens votre attention. La phase 1, la jeunesse. La phase 2, les élites, ça constitue la réserve principale ou la réserve primaire de l'Action française. Ces groupes sociaux. Vous remarquerez que je vous ai dit les élites, je ne vous ai pas dit lesquelles, et je ne vous le dirai pas ce soir, en tout cas. La phase 3, elle consiste à préparer l'irruption sur la scène politique et elle adresse les masses, elle adresse des masses. Et elle constitue la réserve secondaire. Réserve principale primaire, la jeunesse, certaines élites. Phase 1, phase 2. La réserve secondaire, certaines masses. Et c'est elles qui permettent d'émerger sur la scène politique. Quelles sont les techniques utilisées pour déployer la stratégie en direction de ces terrains, car ce sont des terrains, souvenez-vous ce que je vous ai dit, ils sont au minimum 4. Ce qu'on appelle la révélation, ce qu'on appelle les coups symboliques, ce qu'on appelle les campagnes d'agitation et les campagnes de propagande, et dernière technique, l'entrisme. Je viens de vous donner quelques éléments sur la ligne stratégique et le déploiement de la ligne stratégique de résistance du pays réel. Est-ce que je pars dans la deuxième partie ou est-ce qu'on fait un deuxième cercle? Ça fait beaucoup, je pense, vous avez pris beaucoup de... Hein, ça fait très riche tout de même. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez dû découvrir pas mal de choses. La deuxième partie, en quelques mots, me permettra, la prochaine fois, je vous en donne les titres, séduire les élites utiles, ensuite distinguer l'ennemi prioritaire de l'ennemi principal, et ensuite soutenir les masses exclues, et je terminerai par l'effet final recherché.